Que se passe-t-il si un processeur devient trop froid? On sait qu'à l'inverse, s'il chauffe trop, il surchauffe et perd en performance. Quels défis surviennent quand un processeur devient très froid? Pour le découvrir, testons aujourd'hui plusieurs méthodes de refroidissement pour PC, en commençant par le ventilateur carré. Le placer près de la carte mère offre un bon flux d'air pour dissiper la chaleur. Mais on ne fait que bouger de l'air ambiant. Ajouter des sacs de glace refroidit l'air, créant ainsi notre première installation de refroidissement. Alors allumons le PC pour voir si ça aide vraiment. Avec le ventilateur carré éteint, on peut voir que la température normale du processeur dans le système est d'environ 37-39 degrés Celsius. Et maintenant, si on met le ventilateur à sa puissance maximale, je ressens moi aussi, de façon anecdotique, beaucoup d'air froid soufflé sur la carte mère. En regardant le graphique, la température a déjà chuté de plus de 10 degrés Celsius. Ce n'est pas mal, mais on peut faire mieux. On va donc remplacer la glace et le ventilateur par un climatiseur moderne. J'ai trouvé ce modèle portable sur Craigslist pour 100 $ moins cher que certains AIO, mais il faudra le modifier pour qu'il fonctionne avec notre système. Essentiellement, il nous faut créer une connexion directe entre la sortie d'air froid du climatiseur et le processeur lui-même. Et grâce à un peu de ruban adhésif et d'huile de coude, tout est prêt. Le liquide réfrigérant du climatiseur refroidit l'air entre lui et le processeur, permettant de rallumer l'ordinateur. Après connexion et lancement des programmes de surveillance, la température de base de 37 à 39 degrés réapparaît. Allumer le climatiseur montre que sa température par défaut est de 66 degrés Fahrenheit, environ 19 degrés Celsius. Il expulse vite de l'air chaud à l'arrière et souffle de l'air froid par la buse. Encore une fois, cet air paraît plus froid que l'installation avec ventilateur et glace. Et il s'avère qu'il peut devenir encore plus froid, descendant jusqu'à sa limite de 62 degrés Fahrenheit, soit environ 16,6 degrés Celsius. En regardant le graphique de la température du processeur, on peut voir que nous commençons à descendre vers la fin de la vingtaine, voire le début de la trentaine, mais ce n'est que le début. Après que le climatiseur est refroidi, nous atteignons pour la première fois 19 degrés Celsius dans cette expérience, mais la température continue de baisser. Après quelques minutes, la température du processeur baisse jusqu'à passer pour la première fois sous les 10 degrés. Franchement, c'est absurde, et cela montre à quel point le climatiseur est efficace pour refroidir notre PC. Mais pouvons-nous faire encore mieux? Bien sûr que oui. Il est temps d'utiliser la glace carbonique. Vous voulez voir un truc fou? Ce processeur est à température ambiante et la vidéo n'est pas accélérée. Après quelques secondes au contact de la glace carbonique, tout l'IHS commence à se couvrir de givre. Cela arrive car la glace carbonique est extrêmement froide, atteignant moins 100 degrés Fahrenheit ou moins 70 degrés Celsius. Mais que se passe-t-il si on l'utilise pour refroidir notre processeur? On place un morceau de glace carbonique sur ce dissipateur bien positionné. C'est l'une des choses les plus absurdes que j'ai vues. Prêt? Surveille à la température. C'est ça. La température descend à 0 degrés Celsius. 0 degrés, et elle descendrait encore plus bas, mais l'outil de mesure ne va tout simplement pas en dessous de 0. Et rappelle-toi, c'est refroidi passivement avec la glace carbonique. Il n'y a aucun ventilateur pour faire circuler l'air ici, c'est juste la glace carbonique. On peut supposer que le processeur atteint des températures entre moins 60 et moins 70 degrés Celsius. Et à ces températures, les premiers signes de problème commencent à apparaître. En revenant à notre expérience du processeur avec glace carbonique, observe le dissipateur thermique et la carte mère. Tu pourrais voir de petites gouttes de liquide se former. Tu pourrais penser que cela vient de la fonte de la glace carbonique qui se transforme en liquide. Mais le truc avec la glace carbonique, c'est qu'elle s'évapore quand elle se réchauffe. Elle ne devient jamais liquide. Donc ces gouttelettes viennent d'ailleurs à cause de la condensation. Comme quand tu poses un verre d'eau froide sur le comptoir par une chaude journée d'été. L'extérieur du verre devient humide à cause de la différence de température entre l'air froid dedans et l'air chaud dehors. Lorsque l'air est refroidi à une température inférieure à son point de rosée, sa capacité à retenir l'humidité diminue, ce qui fait que la vapeur d'eau présente dans l'air se transforme en liquide. Ces gouttelettes sur notre ordinateur ne viennent pas de la glace carbonique, mais sont simplement de l'H2O, qui ne se mélange pas bien avec l'électronique à cause de sa conductivité et des risques de court-circuit. Donc, la condensation pose un problème sérieux lorsqu'un processeur devient trop froid. Mais quelles sont les solutions pour contourner cela? La réponse, étonnamment, se trouve probablement dans l'armoire à pharmacie de ta salle de bain. Si tu as déjà vu un overclocker extrême se préparer à verser directement de l'azote liquide sur un processeur, tu as sans doute remarqué qu'il commence par mettre de la vaseline sur la carte mère. Cette couche hydrophobe agit comme une isolation entre la carte mère et l'air ambiant, créant une barrière sur laquelle la vapeur d'eau peut se condenser sans être directement en contact avec ses composants électroniques sensibles. Et en passant, le vernis à ongles peut aussi être utilisé pour le même effet à la place de la vaseline, mais c'est une solution un peu plus permanente, car il est beaucoup plus difficile à enlever. Très bien, donc la condensation est un problème dont on peut tenir compte. Quels autres problèmes surviennent quand on atteint ces températures négatives?
Pour le savoir, examinons de plus près notre pâte thermique. Servant de couche directement entre notre processeur et le dissipateur thermique, la pâte thermique a pour rôle de remplacer toutes les poches d'air entre ces deux surfaces afin de transférer la chaleur plus efficacement. Et elle fait un travail fantastique à ce niveau, entre des températures allant jusqu'à 130 degrés Celsius au maximum et jusqu'à moins 50 degrés Celsius au minimum. Mais attendez, nous sommes hors de cette plage et bien plus proche de moins 60 ou moins 70 degrés Celsius, que de la limite de moins 50. Et donc, en dehors de cette plage, vous pouvez rapidement voir à quel point notre pâte thermique, autrefois visqueuse, est devenue rigide et dure. La rigidité de notre pâte thermique spécifique, selon sa composition chimique, provoque souvent sa fissuration. Lorsque cela arrive dans notre PC, des espaces se forment dans le système de refroidissement. L'air s'y infiltre et la pâte thermique ne relie plus la source de chaleur au dissipateur, rendant le transfert thermique inefficace. En plus de cela, la situation devient encore plus critique si nous avons de la pâte thermique au métal liquide à l'intérieur de l'IHS de notre processeur. Et même si ce n'est pas la situation la plus courante au monde, vous, les passionnés d'overclocking, connaissez certainement bien cette pratique, mettre du métal liquide à l'intérieur d'un processeur. À température ambiante, il surpasse la pâte thermique, mais par grand froid, le métal liquide devient plus rigide que la pâte classique. Et en raison de sa proximité avec le dia du processeur et les caches, il présente un risque extrêmement élevé de rayer physiquement ses composants internes. La solution cette fois-ci est simplement d'utiliser une pâte thermique spécialement conçue pour ces très basses températures et d'éviter complètement d'utiliser de la pâte thermique à base de métal liquide. Très bien, puisque nous avons évité le risque de condensation et de fissuration de la pâte thermique à environ moins 60 à moins 70 degrés Celsius, il est temps d'aller encore plus loin dans le froid, et je parle de températures bien plus basses. Nous devons donc quitter le studio et trouver un laboratoire de cryogénie. À mesure que la température d'un processeur descend de plus en plus bas, atteignant les moins 200 degrés Celsius, nous pouvons en fait entrer dans une toute nouvelle forme d'informatique, plus précisément le monde de l'informatique quantique. L'informatique quantique a besoin de processeurs quantiques, où même la moindre chaleur peut causer des erreurs dans le stockage des qubits, les éléments de base d'un ordinateur quantique. Ainsi, nous devons garder un processeur quantique à une température plus basse que celle de l'espace, ce qui est stupéfiant. Mais si la glace sèche n'atteint qu'environ moins 70 degrés Celsius, comment peut-on obtenir une température presque 4 fois plus basse? Eh bien, une méthode actuellement utilisée par les chercheurs est un système de réfrigération par dilution sans cryogène, qui comporte plusieurs étages de refroidissement, mais qui repose principalement sur l'évaporation des isotopes de l'hélium comme réfrigérant. Cela permet de refroidir l'espace à quelques fractions de degrés au-dessus du zéro absolu, la température théorique la plus basse. Pour vous donner une idée, cela équivaut à environ moins 273 degrés Celsius. Une méthode de refroidissement alternative est aussi explorée pour remplacer ces grandes salles réfrigérées. Et cette nouvelle méthode s'est avérée permettre un refroidissement extrême comparable tout en maintenant le reste de la pièce à une température normale. Et la solution n'est autre que les lasers. C'est exact, il s'agit de la technologie avancée du refroidissement par laser, qui envoie des longueurs d'onde précises sur les molécules individuelles d'un objet. Le refroidissement par laser ajoute de la quantité de mouvements opposés au déplacement des molécules, ralentissant ainsi tout le système et réduisant fortement sa température. Honnêtement, on a l'impression que ça sort d'un film de science-fiction ou quelque chose comme ça, mais ça fonctionne vraiment, ce qui est incroyable. Cette méthode a des contraintes pour refroidir de grandes surfaces, donc refroidir toute la surface d'un processeur peut prendre du temps. Mais si cette technologie évolue au point de pouvoir être installée dans votre propre PC, alors votre processeur sera tout près de devenir un supraconducteur. À ces températures incroyablement basses, proches du zéro absolu, votre processeur serait effectivement capable de transférer l'électricité sans aucune résistance, ce qui signifie également aucune production de chaleur. C'est selon moi le but ultime d'un système de refroidissement. Ne générer aucune chaleur dans l'ordinateur. Oui, il y a des défis quand le processeur devient plus froid. Mais comme vu aujourd'hui, les avantages d'un processeur froid dépassent largement les inconvénients. Dans nos PC classiques, avec refroidissement liquide ou par air, on n'a jamais à gérer ces conséquences. Cela restait un sujet amusant à explorer. C'est tout pour aujourd'hui, je suis Memra Yester. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Restez au frais, mais pas trop.